de voir si peu de monde. Je me redis, nous avons distribué depuis hier 1300 fois. Alain venait lever la main. J'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils viendraient, même de Libourne, mais qui ne sont pas là. Alors, je suis en train de me demander si demain on fera une autre réunion, je pense qu'on perd notre temps. Je pense que les Français, le jour où ils seront dans la merde par-dessus la tête, ça sera trop tard. Ils comprendront, mais malheureusement, nous, on ne pourra pas venir à leur rescousse. Alors, je voudrais quand même, avant de vous présenter nos intervenants, vous parler de nos actions que nous avons menées avec les patriotes. En particulier, le Rassemblement patriote girondin, notre association a été créée pour mener des actions sur le terrain. Je pourrais vous citer par exemple l'affaire de Madame de la Grénaudie-Odette. Vous en avez peut-être entendu parler, certaines personnes. Alors, cette dame a travaillé au Capucin toute sa vie, a vendu à la charrette, pour ceux qui ont connu, et les ans dépassent comme tout le monde, et le compteur tourne. Elle a 84 ans, et au printemps, donc, elle est tombée malade, et elle a dû se faire opérer, et son fils de Cherbourg lui dit, ben, viens à la maison quelque temps pour te reposer. Elle revient chez elle, elle trouve sa maison squattée par des Roms, bulgares, hongrois et tout ça. Et notre intervenant, Alain de Peretti, que vous connaissez, me téléphone un samedi matin, vous allez voir si ça a été très vite, il me téléphone un samedi matin, il me dit, voilà ce qui se passe. Il faut que tu m'envoies quelqu'un prendre des photos de l'appartement. Je dis, écoute, j'ai personne, je vais le faire. Je suis un homme de terrain, je vais là-bas et j'y vais. Prends mon appareil et puis je vais prendre des photos. Et ils se sont aperçus, alors d'abord en arrivant, j'ai regardé la porte. J'ai bien vu que la porte avait été fracturée. Bonne histoire. J'y suis repassé. Ah. Et donc là, j'ai pris des photos et ils se sont aperçus que je prenais des photos. Et ça les a intrigués. Ils sont descendus comme des fauves et je peux vous dire que j'ai dû m'échapper. Mais vraiment m'échapper. Sans quoi, je pense qu'ils m'auraient lynché. J'ai dû me réfugier chez des gens qui m'ont aidé après, plus tard, quelques demi-heure ou trois quarts d'heure après, à récupérer mon photos. Je transmets toutes les photos à Alain, qui les transmettent à Christine, ma secrétaire, et qui rentre en contact avec Domina Basque, qui elle a un réseau numérique international, où elle touche à peu près 3 millions de personnes. Les faits sont expliqués correctement, ce qui fait que dans l'heure qui suit, la planète a été recouverte du travail de Dominique. Ça a envoyé par jour 1500 mails à la préfecture, des coups de téléphone, y compris à la mairie. Ce qui fait que notre petite association a quand même mis à genoux Juppé et le préfet. Voilà. Le lundi après-midi, la police est arrivée, ils ont été expulsés. Comme ça continuait, le mardi après-midi, ils ont arrêté 4 membres principaux du DAL. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le DAL, c'est le nouveau logement de Cécile Duflot. Vous avez peut-être vu cette semaine, elle était au Parlement, elle était en train d'en remettre une autre. Et le mercredi après-midi, la police a continué, parce que les mails continuaient à passer. Et ils sont arrivés, ils sont rentrés dans leurs locaux, ils ont saisi les ordinateurs, ils ont saisi tous les papiers, tout ça. Vous voyez que nous travaillons. Et notre affaire s'est arrêtée là parce que les enfants n'ont pas voulu qu'on aille plus loin, donc nous sommes arrêtés là. Donc, tout ça, ça y est, c'est fait joli. Notre association est intervenue une semaine plus tard en partenariat avec un collectif de résidence numérique que je viens de vous expliquer, qui est ici représenté par Dominique Labasque, et en moins de 36 heures a réussi de mobiliser une masse pour faire plier les autorités, c'est ce que je viens de vous expliquer, préfet et Juppé. Je peux vous dire qu'ils ont dû l'avoir à travers, que des petites gens comme nous, on leur en a mis plein la tête. Grâce à notre mobilisation sans faille, Madame la Grénaudière a pu retrouver son bien, certainement, certains complètement dévastés, parce que d'après ce qu'on a su, ils avaient non seulement cassé, mais ils avaient vendu des mains. Pour vous dire, ils ont vendu les mains. Alors,
Mais elle a pu regagner sa maison pour coucher par terre, c'est vraiment. Alors, c'est ce type d'action que même notre association sur le terrain, toujours présente, pour des compatriotes dans le besoin. Quel que soit son problème, car notre devise, écoutez bien, les copains d'abord, les autres en support. C'est la devise du Rassemblement Patriote Girondin. D'autres actions ont été menées. Un jeune en détresse dans le Pas-de-Calais, car les autorités bien pensantes l'avaient installé dans un appartement d'une cité cernée par des islamistes, dans une zone de non-droit dont la police ne peut y aller. Autre affaire, un commerçant de la Mayenne cambriolé 52 fois en 8 ans. Ils sont intervenus, évidemment, les autorités ont commencé à bouger. Encore une personne, voyant leur maison dans les Landes squattée par des locataires indélicats et dealers par-dessus le marché, là aussi nous sommes sur l'affaire, nous sommes sur une affaire aussi sur Toulouse, où il y a un squat, et nous nous en occupons. Pour revenir à nos invités, commençons par Alain de Peretti, président national du comité vigilance halal et Casser, qui interviendra en seconde partie, après que nous ayons mené une action couronnée de succès, à savoir la propagande dans nos grandes surfaces. Aussi, il faut que vous le sachiez, Alain me téléphone et il me dit, il y a un problème au moment du Ramadan, il vous expliquera ça tout à l'heure mieux que moi. Nous sommes partis encore une fois depuis avec Christine, nous avons pris des photos, on a envoyé cela à Alain, et Alain a fait condamner Auchan et a fait condamner Carrefour. Voilà, il vous l'expliquera tout à l'heure tout ça. Voilà. Donc, toutes ces actions que nous avons menées, et merci à Christine, parce qu'heureusement que je l'ai comme secrétaire, parce qu'elle travaille beaucoup, toutes nos actions ont été couronnées de succès, et merci aussi à Domina Basque, avec son réseau numérique international. Et nous allons la conserver parce que dans les futures actions que nous allons avoir, et nous allons avoir besoin d'elle aussi pour pouvoir mener des actions peut-être plus longues, on ne sait pas. Il pourra ainsi vous démontrer la complicité de ces magasins, ça c'est Alain, et ces gens qui nous envahissent et ne respectent pas du coup la laïcité inscrite dans notre convention, se moquant ouvertement de nos lois pour mieux imposer les leurs et notamment de plus en plus la charia. La charia, et notre second invité est Alain Wagner, que j'ai fait venir, vous avez pu parler un petit peu avec Alain Wagner, qui nous vient de Belgique, voilà, qui est un expert en la matière, qui va vous dire, ça va certains propos pour vous surprendre. Voilà, il a bien, je suis bien content qu'il soit venu et je le remercie beaucoup, Alain. Alors, avec Alain, nous avons des projets, parce que l'affaire de la charia, de l'islamisation, des abattages halal, ça n'est pas une histoire uniquement franco-française, c'est une histoire européenne. Donc, nous allons essayer à mettre sur place ces projets pour justement que notre association se déplace à l'extérieur avec d'autres associations allemandes, espagnoles, hollandaises et tout ça. Vous voyez que nous avons des projets, vous voyez que nous ne restons pas les deux pieds dans le même sabot. Voilà, et il vous expliquera les tenants et les aboutissants de ça. Si les nous avons parmi nous aussi un couple qui devait venir, mais qui n'est pas là, parce qu'ils ont eu, je crois, des problèmes de je ne sais pas trop quoi. Domi, qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Ils étaient obligés de garder leurs petits-enfants. Ah voilà, c'est ça. Je ne vais pas parler davantage, car le temps tourne, et d'être très bavard, ce n'est pas toujours raisonnable. Rappelez-vous simplement, avant de passer la parole à Alain Wagner, que la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Depuis que Flamby est arrivé au pouvoir, c'est liberté, ramadan, insécurité. Voilà, c'est ça. Et je vous rappelle que nous, les copains d'abord, les autres par le support. Ça, c'est clair. On me l'a reproché, c'est comme ça, on n'en est pas bon. Ceci dit, notre capitaine de pédalo
d'amiral des barges flottantes sur l'Isle ou sur la Garonne. Voilà où nous en sommes rendus. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et nous allons passer la parole à Alain Wagner. Alain de Pérétin, pour le son. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Alors, le problème du halal est un problème complexe qui fait intervenir toutes sortes de facteurs. La lutte contre le halal n'est pas quelque chose d'anodin. Elle n'est pas quelque chose de marginal, parce qu'elle est un symbole vraiment très fort de l'islamisation de la société. Elle touche au plus profond de ce que nous sommes, à savoir la manière de s'alimenter, la manière de considérer les animaux, cette symbiose qui nous lie aux animaux. Et je me suis investi pleinement dans cette lutte et j'ai amené donc certains éléments par la réflexion que j'en ai fait, à savoir que la lutte était mal engagée. Je vais vous expliquer pourquoi ça va peut-être vous faire bondir. Parce que nous nous trouvions avec une lutte qui avait été engagée par uniquement les organisations de protection animale. Et on était tombé dans une espèce de sensiblerie, même un excès de sensiblerie, qui a fait que on s'est moqué de ce combat. Ce combat a été dévalué. Alors c'est un bon combat, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. C'est un bon combat, mais on l'a dévalué. Il y a eu aussi une récupération politicienne à un certain moment, au moment des élections présidentielles par Marine Le Pen, qui a été très préjudiciable, parce que si vous voulez, c'est pas qu'elle s'en soit saisie, c'est qu'elle a fait du buzz avec ça, et qu'après, elle a tout laissé tomber. Il n'y a pas eu de suivi. Et ça, c'est une manie de nos politiques, quels qu'ils soient, de se saisir d'un sujet pour leur intérêt personnel, et ensuite, il n'y a plus rien. Donc, on se trouvait dans cette alternative-là. Il se trouve que depuis longtemps, j'avais tiré la sonnette d'alarme sur les problèmes sanitaires très graves posés par le halal. Donc ce soir, je ne vais pas m'étendre sur les problèmes annexes, simplement vous les évoquer pour mémoire, mais je vais simplement vous parler des risques insensés qui sont provoqués par l'abattage halal. Alors, parmi les problèmes donc qu'il faut voir dans le halal, et il faut les voir dans leur globalité, parce que si on oublie un des problèmes du halal, dans la lutte qui est la nôtre, on s'expose à l'échec. Il faut les prendre tous dans leur globalité, les attaquer tous en même temps. Donc le problème de la protection animale, la souffrance animale, c'est quelque chose d'évident. Les sectateurs de l'abattage rituel vous disent que l'animal ne souffre pas parce que si le couteau coupe bien, ce qui est totalement faux, puisque on sait très bien que dans l'égorgement rituel, il y a 25% de ce qu'on appelle les faux anévrismes, c'est-à-dire que l'animal, une fois égorgé, va procéder à un arrêt de l'exsanguination, c'est-à-dire du saignement, parce que les artères, vous savez qu'elles sont élastiques, vont se rétracter dans leur gaine, et le sang va s'arrêter de couler. C'est un processus tout à fait normal de survie. Et pendant ce temps, je vais vous montrer tout à l'heure sur un petit croquis, le cerveau continue d'être irrigué par les artères vertébrales qui, elles, ne sont pas sectionnées. Donc ça, souffrance animale, je passe. Donc je ne vais pas m'étendre ce soir, je pourrais développer. Mais il y a donc le problème sanitaire, je vais y revenir tout à l'heure, je vais vous l'expliquer pourquoi le halal, et ça, c'est surtout ça, ce message que je voudrais vous transmettre ce soir. Donc, le problème sanitaire. Ensuite, il y a un problème de financement par le consommateur et à son insu d'un culte, pas n'importe quel culte, c'est une idéologie, beaucoup plus qu'un culte, c'est une idéologie politique à couverture religieuse et devant laquelle nous sommes parfaitement désarmés, puisque en principe on nous dit qu'il faut respecter toutes les religions et ils s'en servent avec habileté. Donc nous finançons un culte religieux qui leur permet de construire des mosquées, qui leur permet d'endoctriner, ça donc Alain Wagner y reviendra je suppose tout à l'heure sur ces circuits financiers, dans une opacité absolument énorme. Il faudrait que le fisc se penche sur ces revenus
absolument prodigieux généré par l'abattage rituel, le halal, et qui ne paye pas d'impôts, vraisemblablement, qui ne paye pas de charges sociales. Vous savez que maintenant vous avez une activité, quelle que soit votre activité, vous allez payer des charges sociales sur le premier euro que vous allez gagner. Eh bien, eux, curieusement, sont un petit peu hors de tout ça. Il serait bon que le fisc s'y plonge. Vous avez donc ensuite un problème disons, philosophico-religieux, hein, qui est posé par le halal, qui est l'enfermement d'une communauté dans un ghetto alimentaire. Cette même communauté qui s'enferme dans un ghetto vestimentaire, dans un ghetto sépulcral avec des cimetières qui leur sont réservés, etc. Tout, puisqu'ils considèrent qu'ils sont purs et que les autres sont impurs. Ça a des conséquences. Et notamment pour le halal, c'est ce que je dis souvent, et c'est un argument qui frappe beaucoup les gens, on vous parle de vivre ensemble. De vivre ensemble, oui, alors c'est un mot qui est galvaudé, etc. Hyper galvaudé. Se vivre ensemble, c'est ce qu'on appelle aussi la convivialité. Et quel est le meilleur moment de convivialité que de partager un repas ensemble, hein? Il y a peu de temps, j'étais chez Domi et Richard, hein? Nous avons partagé un repas ensemble, ça a été un moment de convivialité extraordinaire, d'autant plus que nous partageons autre chose que le repas. Mais on dit bien que partager un repas, c'est quelque chose d'important. Or, on ne peut pas partager de repas avec des gens qui vous disent « ça c'est impur, je ne mange pas ». Parce que la notion de licéité, donc quelque chose de licite, c'est ce que veut dire halal, est basée sur la pureté présupposée. Donc, quelqu'un comme Malika Sorel en a parlé de façon très juste en disant que c'était un problème fondamental pour l'intégration, d'interdire le halal. Et donc, vous voyez, il faut aborder aussi ce problème sans avoir peur, sans se laisser intimider par la notion de stigmatisation. Alors là, vous avez un système maintenant, lorsqu'on vous a dit stigmatiser, tout le monde rentre à la niche, il n'y a plus rien. Et ce qui est totalement absurde, parce que lorsqu'il s'agit de l'intérêt commun, de la vie en commun, eh bien on doit pouvoir stigmatiser. On ne se gêne pas pour stigmatiser les fumeurs, hein, puisqu'on leur met des petites annonces mortuaires sur leur paquet de cigarettes, et on les oblige à sortir pour aller s'adonner à leur vice. Alors, pardonnez-moi, s'il y a des fumeurs dans la salle, moi ça ne me gêne pas, hein, personnellement. Mais c'est pour vous dire que les fumeurs, on n'hésite pas à les stigmatiser. Les mauvais conducteurs, on n'hésite pas à les stigmatiser. On vit dans une société où il y a une stigmatisation permanente. C'est les patrons voyous, on va vous dire que les patrons sont des voyous, etc. Enfin, bon, vous voyez, donc ce mot de stigmatisation, il faut le refuser, parce qu'on est dans un cas de bien commun, dans le cas du bien commun, quelqu'un qui déroge au bien commun, on doit pouvoir dire, ça c'est pas bien. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu cet aperçu que je voulais vous donner sur l'ensemble des problèmes posés par le halal et qu'il faut aborder dans son intégralité. Parce que je fréquente maintenant des milieux de protection des animaux, comme par exemple le NARG, hein, non à l'abattoir rituel de Guéret, puisqu'à Guéret, il y a donc un abattoir qui doit se faire, qui sera exclusivement rituel. Donc ils se battent, mais ils se battent uniquement sur la protection animale. Ils ne se battent même pas sur le plan juridique, et pourtant Dieu sait qu'il y a des choses à faire sur le plan juridique et judiciaire. Notamment puisqu'il y a une législation qui a quand même été mise en place, qui implique que pour qu'un abattoir puisse abattre halal, il faut qu'il ait une autorisation préfectorale. Et cette autorisation préfectorale est délivrée uniquement si l'abattoir est en mesure de fournir un carnet de commandes spécifique pour du halal ou du kasher. Alors, là aussi, je voudrais faire une petite incise très rapide sur la différence qu'il y a entre le halal et le kasher, puisque on parle tout le temps, on nous dit vous parlez du halal et vous ne parlez pas du kasher, parce que les gens aiment bien les fausses symétries. Hein, vous savez, c'est comme le pâté d'alouette avec un cheval et une alouette. Hein. Bon, eh bien, le kasher c'est l'alouette et le halal c'est le cheval. Il y a eu des problèmes. Et parce qu'effectivement, sur le plan technique, le halal et le kasher sont la même chose. C'est-à-dire souffrance animale, hygiène, c'est la même chose. Mais après, ça devient différent parce que le financement
du kasher est un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est le consommateur de kasher qui va payer son boucher kasher, qui va se payer le supplément. Encore que, comme ils ne mangent pas toute la bête, ils écoulent le reste et, dans le circuit normal, et donc c'est le consommateur qui. C'est grâce à ça qu'ils peuvent avoir la viande à un prix correct, sinon ça vaudrait des cents et des mille. Et donc, ça ne représente que 0,5 à 1% de la viande consommée en France. Et le kasher existe depuis des années et n'a jamais cherché à s'imposer comme le halal. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais emmerdé personne dans les cantines scolaires et quoi que ce soit. Hein, si vous voulez manger kasher, ils mangez kasher dans leur coin où ils ne consommaient pas de viande. Donc, il y a quand même des différences. Et surtout, et la dernière qui à mon avis est la plus importante, il n'y a pas dans le kasher la mise en scène sanguinaire qu'il y a dans le halal. J'ai sur le site Vigilance Halal mis une photo, ça se passe à la Mecque, sur la place centrale de la Mecque, vous savez, il y a une espèce de caravansérail. Il y avait 12 vaches qui avaient été égorgées en public, il y avait une foule énorme sur les gradins, enfin sur les hauteurs, il y avait du sang partout. Et le jeune musulman est élevé depuis son plus jeune âge, hein, à tuer donc un mouton, hein, donc c'est une espèce d'initiation sanguinaire qui fait qu'il a une perte de repère au niveau de la violence et du sang, et qu'on retrouve malheureusement dans les faits divers, puisque si vous lisez les faits divers, vous voyez de plus en plus de faits divers où les gens ont été attaqués au couteau à la gorge. Alors des fois ils en meurent, des fois ils en sortent, mais quand vous voyez ça, vous êtes sûr, c'est signé. Non, c'est des jeunes. Oui, c'est les jeunes, oui, ils sont donc voilà, vous voyez, donc ce halal pose tous ces problèmes. Alors, voilà donc un petit peu les préliminaires que je voulais vous donner avant de commencer sur le problème de l'aspect sanitaire, pour vous dire, et ça, imprégnez-vous bien, parce que les gens vont vous dire « Oh mais non, le halal, c'est pareil, j'en ai mangé, je n'ai pas été malade, etc. » Alors, je vais vous montrer ça de manière... Alors, j'espère que ça ne vous dégoûtera pas, ça ne vous empêchera pas de manger de la viande. Alors ça, donc, je vais commencer par l'abattage standard. L'abattage standard, donc l'animal est dans un couloir, et on va l'assommer avec un pistolet. Il va recevoir un choc sur le front, et je peux vous dire que quand il a reçu ça, il tombe comme une masse, donc dans le couloir. Il y a une trappe qui s'ouvre sur le côté. Je vais vous montrer. Une trappe ici sur le côté. Voilà. Donc c'est un peu flou parce que ce sont des vidéos sur lesquelles j'ai fait des captures d'écran, hein, pour ne pas vous imposer l'ensemble du processus, hein, parce que c'est quand même un peu choquant. Alors vous voyez donc, il y a un peu de sang, mais dans l'ensemble c'est propre. Hein. Vous voyez, à ce stade encore, bon, l'animal n'est qu'assommé. Ensuite, l'animal va être saigné après cet assaut. Il va sortir, il va être pendu, suspendu, et on va le saigner. parce que, contrairement, et ça pour expliquer ça, ce sont de véritables bourriques, hein, les tenants de l'abattage rituel, ils ne comprennent pas qu'il peut y avoir plusieurs états de conscience. Hein. On peut être assommé et avoir le cœur qui bat. Pour eux, ils considèrent que l'animal est mort. Vous voyez, ils n'ont pas intégré les données scientifiques. Or, l'animal est assommé, mais son cœur bat toujours, et ce qui fait qu'on a une saignée qui est tout à fait correcte dans ce cas. Alors, la photo suivante va vous montrer deux choses. D'abord, l'impact du pistolet, hein, qui est situé au bon endroit, hein, c'est très important, il y a une technique qui est importante, et la plaie de saignée. Vous voyez qu'on a une petite plaie qui est vraiment minuscule, qui va sectionner donc une de chaque côté, qui va sectionner les deux carotides. Uniquement les carotides, parce qu'il y a un règlement donc sanitaire, pour des raisons sanitaires, où il est dit que, et qui est à l'échelle européenne d'ailleurs, qui dit que lors de la saignée, on doit épargner la trachée et l'œsophage. Hein? Et pourquoi? Parce que la trachée, vous allez voir tout à l'heure ce que ça donne sur un abattage halal, la trachée et l'œsophage donc régurgite, et la trachée, comme l'animal est toujours vivant,
continue à respirer, il respire même d'une façon extrêmement violente, parce qu'on a coupé au passage le nerf vague et que ça entraîne une détresse respiratoire, hein, donc des respirations spasmodiques très fortes. Et donc, automatiquement, en plus dans le bouillon de culture, je vous montrais tout à l'heure, le bouillon de culture que devient un piège halal, donc vous allez avoir des contaminations profondes par les poumons qui vont se transmettre à l'ensemble de la carcasse par la circulation sanguine qui continue. Alors, tous les abattoirs ne procèdent pas de cette façon-là. si, tous. Ah, les abattoirs classiques, les abattoirs standards. Oui, parce qu'à l'échelle nationale, tous les abattoirs fonctionnent. Ah oui, alors là je vais y venir tout à l'heure. Il y a une liste, donc il faut vous procurer, alors ça fait partie des actions militantes que je vais vous charger d'initier à votre petit niveau, mais vous savez, la victoire, elle est liée à un ensemble de petites actions militantes individuelles. Chacun doit se prendre en charge et pas attendre que ça tombe d'en haut. Hein, et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste souvent. Alors, je reviens sur... Bon, il y a une autre photo qui montre... Ah, excusez-moi, on a eu quelques problèmes techniques, ce qui fait que c'est peut-être pas très fluide sur le plan de l'image. Vous voyez donc d'un peu plus près ce que donne une plaie. Vous voyez que c'est une plaie qui est très propre, hein, petite. Ça, c'est le bon côté de l'image. Voilà. Oui, alors bon, évidemment, de toute façon... Que les abattoirs, c'est oui. Alors, vous allez voir la suite, l'abattage. Alors maintenant, donc, ça, on passe. Si vous voulez, après ce stade-là, on va ligaturer l'œsophage, on va éviscérer l'animal, on va le préparer, etc., le peler. Bon, mais il est mort. Là, l'animal est mort. Vous voyez qu'il n'a pas souffert, il est tombé comme une masse, on l'a saigné, etc. Alors, l'abattage halal, vous allez voir un petit peu les choses. Alors là, ça change de... Alors ça, c'est... Non, merde. Pardon. J'ai pas fait la bonne manip. Voilà. Alors, dans l'abattage halal, vous avez un piège. Un piège, c'est une espèce de cage avec un tour où on coince la tête du bovin et avec une mentonnière. Vous voyez cette mentonnière ici, qui lui maintient le cou tendu pour pouvoir sectionner ça de façon... Alors, il y a deux types. Il y a un type comme ça qui est un type statique. Et vous avez une autre, vous allez voir tout à l'heure, où avec une rotation qui se fait, l'animal est présenté la gorge en haut. Alors je ne vous dis pas le stress de l'animal qui est coincé là-dedans et qui va se voir basculer. Hein. Il va se voir basculer, il y a un stress qui va avoir des conséquences sur la qualité de la viande, automatiquement. Puisque il y a des toxines qui sont produites et qui vont avoir un effondrement des défenses de l'organisme, hein, qui va permettre aux germes qui sont en circulation, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vont permettre de se diffuser dans la carcasse. Donc, ça c'est la première photo. Vous allez voir donc, la suite. Alors, donc là, il vient d'être égorgé. Alors, vous voyez la taille. Vous voyez la taille de l'incision par rapport à ce qui était celle de tout à l'heure, dans l'abattage standard. Vous voyez l'énormité, c'est-à-dire que pratiquement, il ne reste plus rien, il n'y a plus que les vertèbres. Il n'y a plus que les vertèbres et puis les muscles du cou, les muscles supérieurs du cou et l'animal. Alors, comme entre chaque animal, il n'est pas possible de nettoyer le piège. On ne le nettoie pas. C'est-à-dire que vous avez du sang, ça c'est évident. L'animal sous l'effet de la peur va déféquer, va uriner, va s'agiter, donc il va disséminer de la merde partout. Ça, il faut bien s'imaginer le tableau. C'est vraiment quelque chose d'absolument gigantesque. Et une hérésie, une aberration sur le plan sanitaire. Alors qu'on nous emmerde tout le temps, et vous savez qu'on est même tombé quelquefois dans un excès inverse, concernant les mesures d'hygiène, etc. Donc là, c'est un gigantesque bond en arrière par rapport... Alors vous voyez, donc l'animal est en train de tomber, il est en train de mourir, et vous voyez, donc il va s'écrouler ici. Le stade d'après. Le stade d'après... Oui, alors après j'ai d'autres photos. Donc, avec le système rotatif. Le système rotatif, non. Non, c'est pas ça. La bonne.
Voilà, système montagne. Voilà, alors ça c'est, vous voyez, une espèce de truc. Alors, elle est très intéressante cette photo, si j'ose dire, parce qu'on voit, d'une part, l'énormité. Vous voyez l'énormité de la plaie par rapport à celle de tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas... Or, on sait, j'ai fait des études avec le docteur Tillier, qui est un expert